Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au sujet ô combien épineux de la vente de l'Olympique de Marseille. Pas épineux de par le fait que cette vente semble naturelle, tant ma courte connaît à peine la règle du hors-jeu, mais épineux car toute la twittosphère s'enflamme à chaque tweet d'un insider et Dieu sait que ces insiders sont particulièrement nombreux, sans doute suffisamment pour remplir un vélodrome entier. L'objectif de ce talk est avant tout de dépassionner le débat en abordant la question de façon pragmatique et posée, deux qualités qui manquent particulièrement sur ce sujet. Nous vous invitons d'ailleurs à revoir notre vidéo de l'été dernier où nous évoquions les raisons pour lesquelles l'Arabie Saoudite pourrait être intéressée à juste titre par l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, le but est avant tout d'élargir et de délimiter qui pourraient être les pays, mais vous le verrez notamment dans la deuxième partie de vidéo, pas seulement les pays qui pourraient être intéressés par le rachat de l'Olympique de Marseille. Certes, le focus sur l'Arabie Saoudite est justifié, mais ouvrons le débat. Avant tout, merci de lâcher votre éternel pouce bleu pour nous aider au référencement, mais également de vous abonner pour nous envoyer de la force. Pour cela, nous allons en discuter avec Kevin de FC Geopolitics, ce compte Twitter que l'on ne présente plus, entre ses Fred, ses apparitions régulières à l'after et très récemment un livre que nous vous recommandons chaudement. Il est l'interlocuteur parfait. Salut Kevin. Salut Romain, merci à la Vista de m'inviter pour parler de ce sujet épineux. C'est toujours un plaisir. Justement, est-ce que tu es prêt à affronter cette périlleuse question? Ah bah oui, tout à fait. C'est toujours un sujet intéressant parce que ça génère beaucoup de passion et j'aime beaucoup ce genre de sujet où il faut aller au-delà de la passion pour un peu remettre un peu le ballon au centre du jeu, quoi. Donc c'est toujours un sujet assez intéressant à évoquer. Exactement, comme tu le dis, remettre l'église au centre du village, mais là, le ballon au centre du carré vert. Pour rappel, cette vidéo est sponsorisée. Et oui, il faut bien faire tourner la boutique. Elle est sponsorisée par Maillot Surprise. Le concept, il est très simple. Vous choisissez la taille de votre maillot de foot, mais vous ne découvrez ce maillot de foot, que ce soit une nation ou un club, qu'à réception de votre colis. Ce concept cartonne en ce moment et c'est l'occasion de garnir votre collection avec des maillots tous plus beaux les uns que les autres. En plus, nous vous proposons un code promo, tout simplement, qui s'intitule Vente OM, qui vous permettra de recevoir un maillot pour à peine 30 euros. Profitez-en. C'est parti. Alors, Kevin, démarrons par les fondamentaux. Aujourd'hui, que ce soit la presse écrite, la presse orale, les insiders, Twitter, Twitch, Facebook. Aujourd'hui, le focus est très fort sur l'Arabie Saoudite. On va y revenir. Mais d'un point de vue géostratégique, est-ce qu'on peut délimiter certains pays ou certaines régions du monde qui pourraient être intéressés par le rachat de l'Olympique de Marseille? Ouais, bah aujourd'hui, il y a trois grosses régions dans le monde qui peuvent se permettre entre guillemets, de s'offrir un club de football de la taille de l'OM parce que dès qu'on parle d'un club de football dans le top 5 des championnats, tu sors direct des centaines de millions d'euros. Donc c'est vrai on pense toujours un petit peu à l'Asie de l'Est et surtout à la Chine. Mais cela, ça va se compliquer parce qu'on le voit déjà avec l'Inter et Sunning qui commencent à partir de l'Inter et l'Inter est obligé de vendre par exemple Hakimi au PSG et qui peut pas suivre Conte Ouais. au niveau de son salaire. Donc là-dessus, je pense qu'au niveau de l'Asie de l'Est, ça va être compliqué de quiller, surtout au niveau de la Chine, parce qu'en général, les investisseurs chinois, ils sont liés à l'État chinois. Et là, maintenant, la volonté de l'État chinois, c'est de regrouper les capitaux au sein du championnat local pour avoir une équipe chinoise compétitive. Et actuellement, c'est pas le cas parce qu'ils vont même pas se qualifier pour la Coupe du Monde 2022. Donc Ouais. après, ça peut toujours être des investisseurs, comment dire, un petit peu plus privés. On pense par exemple à Leicester avec la Thaïlande. Mais dans ce cas-là, pour l'instant, il y a aucun signe qui laisse à penser que ce serait le cas actuellement. Après, il y a un autre continent, une autre partie du monde qui investit beaucoup dans le football, c'est les États-Unis. Là, c'est souvent par le biais de sociétés de holding, de sociétés à capitaux par investissement qui font pas mal. Enfin, il y a eu le cas, moi, qui suis supporter abandonné, je connais bien avec King Street, avec Bordeaux, qui, entre guillemets, rachètent des clubs, mais ils n'ont pas forcément l'argent. Donc, en gros, ils achètent le club en s'endettant. Donc, parfois, le pari marche et c'est plutôt positif. Dans le cas de Bordeaux, ça ne l'a pas du tout été parce que là, on voit que le club va être vendu. Après, par contre, faut pas voir à chaque fois les investisseurs américains comme des investisseurs, comment dire, comme des requins.
Parce qu'on le Ouais. voit par exemple avec Caen ou Toulouse, les projets là par contre, c'est vrai qu'il y a des capitaux américains, mais les projets sont quand même un peu plus construits. Ils ont mis à la tête des clubs à chaque fois des personnes qui connaissent le football français. Donc c'est pas toujours à voir de la mauvaise manière, mais bon là pour le cas de l'OM, il y a pour l'instant pas d'intérêt américain derrière parce que je pense que le cas de Bordeaux les a pas mal rébutés et que enfin s'il y a des investissements américains qui vont se faire dans le championnat français, ce sera plus des projets comment dire un peu moins chers que ceux de l'OM, donc comme le cas de Toulouse et à Caen en Ligue 2. Donc D'accord. il nous reste ouais. Et justement, hein, concernant des potentiels capitaux américains au sein du football, n'oublions pas que la MLS est en plein développement. Et Mhm. récemment, nous échangions avec notamment l'Observatoire du sport business sur ce sujet. Et il s'avère qu'un club, par exemple, comme Orlando, alors aux États-Unis, c'est évoqué sous format de franchise, puisque Mhm. souvent il y a les droits avec, il y a notamment le stade qui va avec. Un club comme Orlando, qui aujourd'hui n'est pas forcément sur la carte du football mondial, coûte aujourd'hui déjà plus de 400 millions de dollars. Donc en termes on va dire de possibilités financières, c'est là, c'est existant, surtout en prenant en compte un modèle NBA pour le format MLS, même si la MLS c'est un petit peu différent. Dans tout état de cause, par exemple, les investisseurs américains pourraient vouloir d'abord investir sur leur marché interne en plein développement. Oui, surtout que bah, il y a la prochaine Coupe du Monde, enfin après le Qatar, c'est 2026, c'est États-Unis, Canada, Mexique. Donc Oui, là-dessus, il va y avoir un gros focus de mis sur le soccer, comme ils l'appellent là-bas. Et donc c'est oui. vrai que les investissements vont peut-être plus se concentrer sur ces franchises qui, je pense, ont l'ambition de devenir des franchises aussi populaires que les franchises de NBA, quoi. Ouais, Et donc, complètement. il nous reste du coup une dernière partie du monde, bah, celle qui génère le plus de fantasmes avec la vente de Oui, l'OM, c'est le Moyen-Orient. Et donc, et le premier pays d'entre eux, bah, c'est l'Arabie Saoudite, parce que dans cette région du monde, bah, que ce soit Qatar, Émirats Arabes Unis, il y a un degré moins de le Bahreïn, parce qu'ils ont moins d'assises économiques. Chacun a un club de football, même si, bon, pour les Émirats Arabes Unis, c'est plus complexe, parce que c'est, comment dire, c'est l'Émirat d'Abu Dhabi qui a créé le City Football Group. Et finalement, c'est plus une logique, on va dire, économique qu'une logique étatique. Mais pour le cas de l'Arabie Saoudite, eux, ils recherchent vraiment, entre guillemets, l'État d'Arabie Saoudite recherche vraiment un club de football pour pouvoir incarner ce renouveau sportif, ce côté moderne, et puis aussi pour, entre guillemets, montrer que, vu que c'est le plus gros pays de la région, eux aussi peuvent avoir un club de football. Donc là, c'est vrai que les dernières tractations, ça revient souvent, c'était que c'était le prince Walid Ben Talal qui pouvait être intéressé. ouais. Mais ouais, entre les différentes sources qui se recoupent, etc., et entre ses proches qui ne veulent pas racheter le club, c'est vrai que c'est assez compliqué de voir ce genre de projet aboutir, surtout que Walid Ben Talal est pas a comment été un peu blacklisté par le grand dirigeant de l'Arabie Saoudite qui est Mohamed Ben Salman. Ouais. Faut savoir que Mohamed Ben Salman, quand il a repris le pouvoir en Arabie Saoudite, il a pris entre guillemets tous les princes millionnaires, milliardaires du coin, il les a mis dans l'hôtel du Carlton de Riyad et il a dit bah, si vous sortez pas le chèque pour soutenir ma politique, bah, vous restez dans l'hôtel de Riyad et Walid Bentaleb, il fait partie de cela. Donc, pour qu'ils retrouvent les grâces du prince, ça peut être, pourquoi pas effectivement être, entre guillemets, le racheteur d'un club comme l'OM. Mais le problème, c'est que même si l'idée sur le papier pourrait paraître intéressante parce que l'Arabie Saoudite veut un club de football et que bah, ils n'ont pas réussi à racheter Newcastle en première ligue. Mais pour l'instant, en fait, enfin, c'est pas qu'il y a que du vent, mais il y a aucune preuve, il n'y a pas de cash, quoi. C'est comme dans le cas de Ajroudi, hein, c'est que le projet pouvait sembler beau, mais tant qu'il n'y a pas de cash derrière ou de véritable intention, bah, Ouais. ça génère des passions et puis ça fait souffrir bah, les supporters en premier lieu parce qu'ils veulent un projet, je pense, stable et crédible pour que le club puisse retrouver les grandes heures européennes. Mais pour l'instant, c'est très flou, quoi. D'accord, très clair. N'hésitez pas à nous dire en commentaire hein, si vous estimez que l'Arabie Saoudite reste en première ligne ou si vous estimez qu'en effet, il y a d'autres contrées qui pourraient être intéressées par un investissement au sein de l'Olympique de Marseille. Justement, dans le côté un petit peu Proche-Orient, Middle East, hormis l'Arabie Saoudite, euh, est-ce qu'il y a d'autres possibilités d'États qui pourraient investir ou alors la liste est vraiment très fermée encore aujourd'hui? Euh, ouais.
Non, la liste est quand même assez fermée parce que du coup, effectivement, le Qatar a déjà le club du Paris Saint-Germain. Après, les Émirats Arabes Unis, eux, ils ont déjà construit un immense empire qui est le City Football Group. Et après, c'est vrai qu'au niveau le Bahreïn a investi récemment dans le Paris FC, mais le Bahreïn, ça reste un minuscule pays. Et puis le Bahreïn est quand même, comment dire, au niveau de ses assises financières, s'il n'y avait pas l'Arabie Saoudite, il serait dans le mal. Donc, ils peuvent pas concurrencer l'Arabie Saoudite sur ce terrain-là. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres États comme Oman, mais Oman, c'est pas trop leur politique Ouais. d'investir des millions pour acheter un club de football. Après, on sait qu'aussi, il y a Israël qui investit beaucoup en ce moment dans l'aspect sportif, mais là, c'est plus dans l'aspect organisationnel. Mais ils ont aussi racheté une équipe au niveau du cyclisme avec Israel Startup Nation. Mais Ouais. pour l'instant, ils n'investissent pas vraiment dans le football, hein. Ils ont fait un match à Tel Aviv, c'était pour mettre un peu le focus sur le pays d'Israël avec le match entre Argentine et Uruguay, pour avoir Léo Messi et Luis Suarez sur le terrain. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'investissement sportif. Donc non, ça reste l'Arabie Saoudite. C'est là où il y a c'est là où il y a le cash pour acheter un club de la taille de l'OM et qui en plus après peut réinvestir derrière pour reconstruire un effectif et une équipe parce que on le voit avec le cas de Thauvin qui part, c'est une page de l'équipe qui s'en va, donc il va falloir reconstruire derrière. Donc Ouais. c'est vrai que oui, voilà, s'il y a un État qui investit dans un club comme l'OM, il faut qu'il achète le club et après qu'il réinvestisse derrière Mm. pour pouvoir jouer la Ligue des Champions. En effet, très clair. Merci pour cette vue très transversale des différents pays, continents, sous-continents qui pourraient être intéressés et capables, quelque part, de pouvoir acheter l'Olympique de Marseille. Si on prend l'autre versant de la problématique, parce qu'on a toujours tendance à faire un gros focus sur les États, concernant les grandes entreprises, ça, c'est une vraie question que nous avons au sein de la Vista. C'est de se dire, aujourd'hui, les grandes entreprises sont presque aussi, voire parfois plus puissantes que des États. Ils ont du cash, ils ont de la data, ils ont des modèles économiques déjà éprouvés qui ne font que se développer et que croître. Euh, Qu'en est-il de la possibilité qu'une grande entreprise, et on va citer quelques noms, puisse acheter un club de foot plus que de s'intéresser, comme habituellement on peut le voir ici et là au travers des différents sujets qui ont émaillé la dernière saison. En général, ces entités-là, elles sont plutôt intéressées par les droits télé, elles sont plutôt intéressées par de l'espace publicitaire, etc. Mais dans quelle mesure une grande entreprise particulièrement puissante pourrait s'intéresser au rachat d'un club de foot, et notamment un club qui a une renommée mondiale comme l'Olympique de Marseille? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a vu qu'il y a des cas précédents d'entreprises qui ont racheté des clubs de football. Le cas le plus célèbre, c'est Red Bull. Et là, c'est vrai que Red Bull a un côté toujours d'investir dans le sport parce que ça sert un peu l'image de sa marque, entre guillemets, de montrer que c'est une marque qui est liée un peu au sport, au côté un peu dépassement de soi. Et même, on le voit au niveau des clubs qu'ils ont pu racheter, donc à Leipzig et à Salzbourg, Ouais. il y a vraiment des liens qui sont faits entre les deux clubs pour qu'il y ait vraiment entre une synergie et qu'il n'y ait qu'une seule marque qui ressorte, que ce soit Red Bull et pas forcément Leipzig ou Salzbourg. Et même derrière ça, à chaque fois qu'ils engagent des entraîneurs ou au niveau de la formation, le projet de jeu, c'est d'avoir un jeu spectaculaire en image avec la marque. L'idée, c'est pas d'avoir, je sais pas, de pas faire peut-être un jeu de passe court quoi et attendre que la brèche s'ouvre. Non, c'est plus effectivement avoir un jeu spectaculaire pour être à l'image de la marque. Après, c'est vrai qu'il y a de nombreux acteurs qui investissent dans le sport. On pense effectivement par exemple à Amazon qui de plus en plus diversifie son offre pour avoir plus de formats sportifs sur Amazon Prime. Mais pour l'instant, je ne sais pas si comment dire, de telles entreprises multinationales seraient prêtes à investir dans le football, surtout que bon, Amazon, s'ils veulent vraiment entrer par la grande porte, peut-être qu'ils iront d'abord chercher en première ligue, et puis ensuite, pourquoi Mhm. pas effectivement aller du côté de l'Olympique de Marseille, même si le côté de l'Olympique de Marseille, c'est quand même une marque forte en football. Il y a le côté stade, supporter, il y a une belle histoire à écrire et à associer la marque pour, entre guillemets, enjoliver la marque, pour montrer que la marque est vraiment avec les supporters. Donc, ça pourrait avoir aussi un lien de montrer que cette multinationale-là n'est pas déconnectée du football et qu'elle met le supporter au cœur du jeu. Puis on voit souvent ce discours hein, au niveau des différentes
compétition ou même Amazon, c'est toujours un petit peu mettre le fan au centre de l'expérience. Ouais, Et donc, tout à fait. ça pourrait être cette idée-là, mais c'est vrai que pour l'instant, ça reste très hypothétique parce que des firmes comme Amazon, ils recherchent plus l'achat de compétition pour pouvoir être la première plateforme qui propose le plus de contenu là-dessus. D'accord. Alors c'est vrai que la puissance financière de ces entités-là ne sont plus à prouver, j'ai envie de dire quelque part malheureusement. D'ailleurs récemment Amazon a juste racheté, les studios MGM, si je dis pas de bêtises pour 8 ou 9 milliards de dollars. Donc quand on sait que le prix de l'Olympique de Marseille est estimé, si je ne m'abuse, entre 200 et 300 Ouais. millions, alors certes d'euros, donc on peut dire que ça peut faire 300-350 millions de dollars. C'est vrai que ça peut paraître être une bouchée de pain pour ces entités-là. Quelque part, ces entités-là pourraient être aussi intéressées de maîtriser la chaîne de valeur de A à Z en Mhm. prenant carrément, en effet, comme tu le soulignais, les compétitions, mais en effet, en prenant peut-être également des clubs. Après, ça appartient plus à une stratégie marketing, une stratégie d'image plus qu'autre chose, parce que malheureusement, on le sait, dans le football, c'est rare de pouvoir faire de l'argent. Tu me notifiais tout à l'heure avec le cas notamment de Bordeaux, même si le dossier était bancal dès le départ. En tout cas, dites-nous en commentaire si vous pensez qu'une entreprise pourrait être intéressée par acheter l'OM et si oui, laquelle. Parce que ça peut aussi être une grande entreprise de l'un des pays que l'on a cité tout à l'heure. C'est vrai que Red Bull, Amazon peuvent paraître, nous viennent à l'esprit de façon très naturelle, mais en effet, ça peut être aussi d'autres marques auxquelles on ne pourrait Oui, pas parce qu'en plus, penser. après, moi, tu vois, j'ai encore l'exemple, par exemple, de Ineos qui a racheté Nice. Et je regardais enfin, Ineos, à la base, c'est une société spécialisée dans la chimie, quoi. Donc, ça peut être vraiment, s'il y a une société qui se dit, nous, notre biais, c'est le sport et qui sont déjà investis dans le sport et qui veulent un club de football, bah, c'est vrai que, comme tu l'évoquais, l'OM a 200 millions d'euros pour une grosse société qui pèse en milliards. C'est, entre guillemets, un bon investissement parce qu'ils ont déjà une base solide, quoi. Ouais. Oui, ça, c'est l'un des points forts de l'OM, hein. C'est au niveau de la réputation, de l'image dans le monde entier, le fait que voilà, les supporters sont friands de produits dérivés et on en connaît que trop l'importance aujourd'hui. En tout cas, l'avenir nous le dira et espérons que ce dossier sur l'Olympique de Marseille se débloque rapidement dans un sens ou dans l'autre. Parce que tu le soulignais toi-même tout à l'heure, il y a encore aujourd'hui beaucoup trop de supporters, entre guillemets, qui souffrent, même s'il faut Mhm. relativiser la notion de souffrance par rapport à tout ce qui est entendu ici et là, notamment de par les insiders, hein, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Twitch, etc. On jette évidemment la pierre à personne parce que la passion n'a aucune Mhm. limite. Mais en tout cas, j'espère qu'on a dites-nous en commentaire, hein, on espère qu'on a fait preuve d'assez de pragmatisme et de réalisme pour évoquer les réelles options quant au rachat de l'Olympique de Marseille. Tout cela a été très clair une fois de plus, Kevin. Bah, merci de l'invitation, c'était un plaisir de parler de ce sujet. Puis comme tu dis, on espère que ça va se dénouer rapidement, même si McCourt, à chaque fois qu'on lui pose la question, il dit le club n'est pas à vendre. Donc, à voir ça. Oui, oui, oui. Alors en général, on sait qu'un club qui n'est pas à vendre est peut-être à vendre. Mais en Oui, tout c'est ça. cas, Voilà. merci d'avoir balayé tous ces sujets, de nous avoir envoyé toutes tes lumières sur cela. Merci, Kevin, et à très vite. À très vite.